Il y a plein de gens qui ne connaissent pas EdTech France, c'est mon travail de vous expliquer tout ça. Donc EdTech France, c'est un réseau d'entreprises de la EdTech, donc toutes les entreprises qui développent des solutions et des outils numériques au service de l'éducation tout au long de la vie. Donc c'est une association qui a été fondée en mai 2018 et qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 400 entreprises qui vont développer des outils, autant pour la formation initiale que l'enseignement supérieur ou la formation en entreprise et tout au long de la vie, pour améliorer l'expérience d'apprentissage grâce au numérique, une expérience toujours plus personnalisée, ludique, inclusive et collaborative, grâce à ce que le digital apporte. Et donc aujourd'hui, ce réseau d'entreprises forme au numérique et par le numérique, avec notamment l'émergence de pure players, donc d'organismes de formation 100% en ligne, liés à tout un tas de... C'est très à la mode, la formation en ligne, de toute façon. C'est très à la mode et c'est surtout favorisé par l'action publique, avec notamment l'essor du CPF, qui permet à tout citoyen français de se former de manière autonome sur les sujets qui les intéressent. Et c'est vrai qu'on voit émerger ces organismes de formation, notamment sur la cybersécurité, car ce sont des métiers en tension. Et après, je pense que Valérie pourra nous expliquer en quoi, justement, les cursus en ligne ont leurs limites également dans des métiers où la pratique est très importante. Mais voilà, ce qu'on constate au sein d'EdTech France en ce moment, c'est l'émergence donc, de ces organismes de formation 100% en ligne sur ces thématiques de cyber et le rapprochement d'établissements du supérieur classiques, donc école d'ingénieurs, école de commerce, qui s'associent à ces pure players en ligne pour développer des offres courtes, certifiantes et donc 100% en ligne sur des thématiques sur lesquelles les entreprises ont besoin d'embaucher rapidement, donc la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Et ensuite, dans l'entreprise, évidemment, les besoins de formation continue sur ces thématiques cyber sont énormes. Les DRH se sont retrouvés un petit peu pris au dépourvu avec le télétravail, l'hybridation et le fait que les collaborateurs travaillent d'un peu partout sans être formés à ces enjeux. Et donc, côté entreprise, on est extrêmement sollicité pour avoir justement des outils et des contenus en ligne qui permettent aux entreprises de former massivement leurs collaborateurs à ces enjeux de cyber. Y compris de façon continue, on en reparlera tout Complètement. à l'heure. Alors, Valérie, on va parler maintenant de l'école 2600. Vous êtes la cofondatrice de l'école 2600 et c'est une école qui est carrément 100% cyber. Absolument. Donc, école 2600, 100% cyber en alternance. C'est important, on va reparler de ça. Oui, absolument, mais je vais en parler aussi dans la présentation de l'école parce que c'est vraiment notre ADN et des valeurs que nous portons, l'égalité des chances. Donc, nous recrutons nos étudiants à Bac+2 licence pour un cursus de 3 ans, donc en alternance, et qui les amène à une certification, un titre RNCP de niveau 7 d'expert de la sécurité des données, des réseaux et des systèmes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, très attaché à l'égalité des chances, également à l'esprit de corps, c'est-à-dire qu'on travaille, on œuvre chaque jour à créer une communauté de cyberdéfenseurs. Il faut qu'il y ait de l'entraide, il faut qu'il y ait du collaboratif. On est très sélectif. L'école est gratuite, mais en même temps, ça ne veut pas dire que tout le monde est accepté. Donc, on cherche, mais on se concentre sur des potentiels. Il faut qu'il y ait certaines compétences techniques, sinon ils ne suivront pas le programme. Mais il faut aussi qu'il y ait une envie. On a des passionnés chez nous et qu'ils adhèrent à cette idée du collectif et de travailler en équipe pour développer la communauté. Je vais passer la parole aux autres, donc, parce qu'après on reviendra sur des sujets qu'on peut aborder sur l'école. Oui, une petite chose quand même. On est sur les fondamentaux techniques. On est une école technique cybersécurité, mais pas que. Et c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est-à-dire la technique, c'est fondamental de la maîtriser. Mais si on ne comprend pas l'organisation des entreprises et le business des entreprises, bah, finalement, c'est pas que ça sert à rien, mais en tous les cas, on n'arrivera pas à répondre aux enjeux. Et pour finir, donc, parce que c'est important, donc l'école 2600 est membre de Women for Cyber. Ça tombe bien. Voilà, bah oui, évidemment. Membre de l'ACN aussi, dans ce travail collaboratif que nous faisons avec les entreprises, puisque tous les programmes sont conçus, retravaillés avec les entreprises. Il y a une entreprise partenaire de l'école d'ailleurs qui est là, pour être sûr qu'on répond vraiment aux besoins en compétences du marché et des entreprises. Donc l'ACN, Cyber Task Force également. ACN, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas? L'Alliance pour la confiance numérique. Ah bah, c'est important, la confiance quand on parle de cybersécurité. Oui, et puis c'est un acteur qui regroupe finalement tous les acteurs de la filière du numérique, pas que la cybersécurité d'ailleurs.
Et également, nous avons rejoint la gouvernance du cybercampus. Donc voilà pour la présentation de l'école. Merci Valérie. Alors, situé entre Valérie et Anne-Charlotte, c'est Julien Nossetti qui me fait le plaisir d'être parmi nous. Julien, vous êtes titulaire de la chaîne Gouvernance du risque cyber à la Rennes School of Business. Alors, ça a été évoqué il y a quelques instants par Valérie. L'iCyber, la formation, c'est pas que technique, et vous êtes un exemple incarné d'une école qui n'est pas technique et qui, malgré tout, s'insère dans un cursus de formation cyber. J'étais très réceptif à l'idée avancée tout à l'heure que parcours tech et cursus littéraire pouvaient aussi aller de pair et n'était pas un gros mot au fond. Et c'est vrai que c'est peu de le dire en fait. Hein. Donc c'est un point très très important. Et aujourd'hui, en fait, on est parti du constat à l'école que ces thématiques cyber devaient être décloisonnées du seul monde des ingénieurs. On en forme une quantité importante en France, de très grande qualité, heureusement. Mais il y avait un enjeu transverse aujourd'hui à aller au-delà de ce périmètre strictement technique. Non pas pour dire que tout ça est sale et qu'il faut et faire table rase évidemment de ce type de formation, mais que les métiers évoluent aujourd'hui rapidement, profondément, que les profils d'une part de RSSI ou DSI évoluent aussi vers la prise en compte d'autres facteurs. Tout à l'heure avait été abordé les dimensions peut-être plus juridiques ou de compliance qui font aujourd'hui partie du périmètre de ce type de métier et qui se technicisent d'une certaine manière. Et de l'autre côté, les managers doivent aussi pouvoir appréhender en profondeur l'entièreté de ces risques et opportunités cyber, encore une fois. Donc en fait, on est parti de ce constat-là en essayant d'inculquer une culture générale de la cybersécurité. Alors d'une part en formation initiale pour les jeunes étudiants qui nous rejoignent après 2 ans de classe prépa et un concours, avec un parcours cybersécurité et technologie qui a été lancé à la rentrée dernière et qui accueille 45 étudiants. Avec un effort aussi porté à la parité, qui 18 jeunes femmes sur 45 de la promotion, ce qui n'est pas encore tout à fait atteint, mais on espère vraiment qu'on arrivera à quelque chose de plus satisfaisant. Nous ne sommes pas encore membres de Women for Cyber, mais là, c'est vrai que je lance peut-être un appel, un pavé, et c'est vrai que ce sont des thématiques évidemment très prises au sérieux aussi dans tout ce monde des écoles de management, bien sûr, avec un enjeu très très fort, bien sûr, à condition de ne pas, là aussi, de ne pas genrer à terme aussi les métiers du cyber, c'est-à-dire au fond, à très grands traits, de cloisonner les jeunes femmes dans les métiers du marketing, par exemple, et au cyber ou au design, et que les jeunes hommes phagocytent l'analyse du risque et des menaces, et ce genre de sujets plus hard au fond. Voilà. Donc il y a aussi un vrai enjeu métier autour de ces thématiques, et avec aussi un effort de notre part dans la formation continue qui se fait soit en alternance ou soit évidemment à un niveau plus avancé dans les carrières des profils qui nous rejoignent. Merci Julien. À la droite de Valérie, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Mathiocco. Alors Nicolas, vous êtes atypique dans ce panel puisque vous êtes le seul représentant qui n'est pas formateur. Donc vous êtes plutôt représentant des gens qui vont embaucher les ressources. Mais non, au contraire, c'est des gens qui vont embaucher les ressources formées par nos amis. Donc vous êtes CEO ou dirigeant, directeur général de l'entreprise qui s'appelle Patrol.io. Alors, exactement. Qu'est-ce que fait Patrol.io ? Bonjour, déjà merci d'être la minorité remarquable du panel. Oui, Patrol.io, c'est une plateforme SaaS qui fait de la cartographie et des tests offensifs en continu sur tout ce qui est exposé sur Internet. Aujourd'hui, on est surtout une réponse technologique à un manque de compétences actuelles parce que je pense que si on fait un sujet de l'éducation et de la formation en cybersécurité, c'est qu'il y en a un. Et parce que les menaces en face travaillent mieux que nous, en fait. Et les entreprises n'ont pas le temps de s'équiper en ressources et en technologie. Et c'est pour ça que nous, on vient proposer une solution technologique pour combler le gap entre les manques de compétences et la réalité du terrain. Donc Patrol, c'est une société de 15 personnes qui a de fortes ambitions. Aujourd'hui, on doit recruter 25 personnes d'ici la fin de l'année et être à 40 à la fin de l'année prochaine. Un des rares domaines en perpétuelle croissance, malheureusement. Exactement, ouais. Donc malheureusement, plus il y a de problèmes, plus on a de boulot. Donc
On aimerait bien ne pas avoir de boulot, mais c'est tellement passionnant. Et non, juste avant de faire ça, j'avais un profil plutôt consultant en cybersécurité. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de métiers en cybersécu, que ce soit des audits, des analyses de risque, de l'implémentation, des tests d'intrusion. J'ai pu découvrir quand même énormément de métiers et j'en suis très content. Je vois aussi que c'est juste impossible d'être expert partout. Il faut choisir ses batailles. On regarde tout à l'heure quel genre de profils sont utilisés et est-ce qu'il y a l'adéquation entre ce dont vous avez besoin et ce que proposent nos amis. Alors j'ai un deuxième et dernier profil atypique, c'est Édouard Geoffrey. Bonjour Édouard, vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire, plus connu familièrement sous l'acronyme de DGESCO. Alors c'est quoi la direction générale de l'enseignement scolaire, Édouard ? Alors, la DGESCO, c'est la direction qui est chargée, donc, sous l'autorité du ministre, de porter la politique éducative, donc en gros de mettre en œuvre ce qui se passe effectivement dans les classes, d'arrêter les programmes et de leur donner une suite favorable, et puis accessoirement de répartir les moyens entre les différentes académies pour que tout le monde à la fin ait bien un professeur formé et compétent qui lui apprend ce qu'il est censé effectivement apprendre. Alors Édouard, vous avez entendu, on a beaucoup de gens qui sont dans la formation post-bac. Vous êtes pré-bac, et d'ailleurs, on est en pleine actualité, hein. C'est le bac en ce moment, n'est-ce pas ? Absolument. Bon, ça se passe bien pour l'instant ? Écoutez, très bien. Nickel. Alors, donc, on parle beaucoup de formation post-bac, mais vous représentez l'école, l'éducation nationale. Quel est le rôle, à votre avis, que doit jouer l'école dans sa formation et la sensibilisation aux enjeux cyber pour l'ensemble des élèves qui ne sont pas forcément destinés à des parcours cyber dans leur vie professionnelle ? Bien sûr. Alors, nous, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de donner, entre guillemets, un socle de commun à tout le monde. C'est-à-dire de faire en sorte que tous les élèves, quel que soit le métier qu'ils feront, etc., aient finalement un peu les compétences de base du citoyen. Et donc, en matière cyber, très concrètement, ça a une traduction évidemment immédiate, c'est que nous nous efforçons désormais de former les élèves au numérique en général, et à l'intérieur du numérique, à un certain nombre d'enjeux dédiés de type cybersécurité, de type lutte contre le cyberharcèlement, ou encore de type protection des personnels. Et ça se traduit par notamment un système de certification, que tout le monde connaît ou presque, qui s'appelle PIX, et qui fait que désormais, tous les élèves de 3e et tous les élèves de terminale doivent passer une certification PIX pour attester finalement d'un niveau de maîtrise de ces compétences. Et puis le deuxième enjeu, c'est entre guillemets d'orienter ou de préformer des futurs spécialistes. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste, si on a 2 secondes, mais vous donner un chiffre que je trouve intéressant. Aujourd'hui, quand je prends tous les élèves donc pré-bac, qui sont pré-bac ou en BTS, c'est-à-dire ceux qui dépendent de mon circuit, grosso modo, qui sont dans des formations numériques, j'en ai aujourd'hui plus de 66 000. Donc le vrai enjeu, c'est pas d'attirer vers le numérique en tant que tel, mais c'est à l'intérieur du numérique d'attirer vers la cyber. Et donc notre rôle, c'est effectivement de sensibiliser à ces problématiques pour que nos jeunes qui aujourd'hui en voie professionnelle font des bacs sécurité numérique, informatique, etc., s'orientent ensuite vers la cyber. Et puis que nos jeunes en voie générale qui prennent la spécialité numérique et sciences informatiques, une des spécialités dont d'ailleurs les épreuves ont lieu ces jours-ci, puissent également par la suite, pour ceux qui le souhaitent, s'orienter vers ces filières-là. Alors une question qui me vient à l'esprit, là, on est en plein bac, donc on a parlé tout à l'heure de déficit de postes dans certains domaines. Les maths, l'histoire, le français c'est important, le numérique c'est important aussi. Le fait de dédier des ressources pour sensibiliser et former nos élèves au numérique, est-ce que ça nécessite de votre part un plan de formation du corps enseignant ? Alors, oui, mais avant de répondre, je voudrais juste donner là aussi quelques chiffres qui sont intéressants. La spécialité numérique et sciences informatiques a été créée pour la première fois en 2019. Elle n'existait pas avant. Et on la propose donc désormais en première et en terminale. C'est-à-dire qu'un élève de première en fait 4 heures aujourd'hui. Quand il est en terminale, on fait 6 heures par semaine. Donc c'est une vraie spécialité en dur. En 2 ans, donc entre 2019 et 2021, enfin en 3 ans, on est passé de moins de 10% des élèves de première qui le choisissaient à 13%. Et à l'intérieur, on est passé de 13% à 18,5% de filles. Pour vous dire qu'on a du chemin, hein, mais en tendance, c'est intéressant. C'est-à-dire que 2019, 13% de filles le prennent en première, 2021, 18,5%. Donc on est sur un trend intéressant. Alors pour faire ça,
on a bien sûr besoin d'avoir des professeurs qui sont formés. On a en fait 2 viviers pour répondre à cette question. Le premier vivier, c'est que le ministre, en 2019, a créé la première agrégation, le premier CAPES à l'époque, le premier CAPES numérique et sciences informatiques. C'est quelque chose qui était demandé, comme vous le savez, par notre univers informatique et qui a vu le jour. Et en 2022, donc cette année, on a une agrégation numérique et sciences informatiques. Donc première chose, on a créé le canal en termes de concours. Et deuxième chose, on a également formé nos professeurs qui étaient en poste et qui faisaient déjà pour certains de l'informatique, etc. On les a formés de manière renforcée avec ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire, c'est-à-dire qu'il y a 2400 professeurs qui, partout en France, dans un réseau de 22 universités ou grandes écoles, ont suivi un cursus de formation sur un peu moins de 2 ans, donc un DIU, pour devenir professeur de numérique et informatique. Donc ça a été un plan effectivement à assez grande échelle. Bravo. Alors, on voit ce que l'école met en place. Anne-Charlotte, vu de votre association, donc l'écosystème, 400 entreprises, etc., quels sont selon vous les profils les plus recherchés aujourd'hui par les entreprises, mais également les organisations publiques en domaine de la cybersécurité ? Parce que c'est vrai que sur les 400 entreprises que je représente, elles embauchent toutes il y a au moins 5 postes ouverts par entreprise et au maximum jusqu'à 45 postes. Donc je vous laisse faire la multiplication de talents à embaucher, essentiellement sur des postes d'intelligence artificielle, mais aussi énormément sur des thématiques de cybersécurité, étant donné que ce sont des données éducatives qui donne des profiling en fait, sur l'apprenant, sur ses éventuelles difficultés d'apprentissage, sur sa religion, sur tout un tas de sujets qui sont extrêmement sensibles, notamment pour des entreprises qui travaillent avec le ministère de l'Éducation nationale et qui sont présentes au sein des classes. Donc le cadre RGPD et la gestion de la sécurité des données est capital pour les entreprises du numérique, pour la formation initiale, mais aussi pour celles qui travaillent avec les établissements de l'enseignement supérieur, donc des universités publiques, et des entreprises qui sont les différents clients des startups que je représente. Et du coup, donc, les profils les plus recherchés, donc côté cyber, ce sont les profils classiques, autant les profils capables de réparer les failles que des profils capables de tester et d'attaquer pour tester la résistance des barrières mises en place. Valérie pourra en parler bien mieux que moi. Et de manière générale, des profils qui sont extrêmement sensibles à la gestion de données et au design produit. Comme le disait Anne-Laure, il n'y a pas que des métiers techniques et qui nécessitent 5 ans de cursus d'ingénieur. Et aujourd'hui, ce qui est hyper important au sein de ce que les entreprises recherchent, c'est des profils qui sont capables d'aller évangéliser au sein de l'entreprise l'importance des enjeux cyber, que ce soit via des profils juridiques, via des profils marketing, via des profils pédagogiques aussi, capables de designer des formations en interne. Donc ça, c'est les profils qui sont recherchés avec tout de suite un très fort ADN international, des profils qui parlent parfaitement anglais et qui sont capables aussi d'avoir des bases juridiques de common law, donc de droit américain et de droit anglais. Et on voit justement la nécessité d'aller communiquer sur la diversité de ces types de métiers pour éviter l'autocensure des jeunes femmes, comme on le disait. Et au-delà du fait qu'on se prive de 50% des talents, j'en parlais avec la DG de Mastercard et la DRH de Arkea, qui sont donc des gros groupes qui ont des énormes sujets de cybersécurité et qui ont déployé une application en interne pour les salariés des deux groupes, pour expliquer la diversité des métiers dans le numérique et notamment dans la cybersécurité, pour que les salariés puissent justement, au sein de leur famille, évangéliser leurs enfants et limiter les autocensures, parce que le problème, c'est qu'ensuite, les produits de demain sont conçus par seulement 50% de la population. Donc, en fait, on a des biais de genre dans les produits de la tech qui sont créés. Donc, voilà, pour répondre globalement à la question, et donc de plus en plus de formations courtes sur ces différents profils que je viens d'évoquer. La limite des formations courtes, c'est qu'en fait, ce sont des métiers qui changent très rapidement, de par les nouvelles normes européennes, françaises, américaines, et qui nécessitent une vraie mise en pratique au sein de chaque entreprise. On va parler de ça, et puis des certifications qui évoluent. Alors, Nicolas, on vient d'avoir le point de vue d'un offreur, en quelque sorte, de formation, en disant, voilà, le marché de l'emploi, il ressemble à ça. Vous êtes de l'autre côté de la barrière, est-ce que vous êtes un employeur, est-ce que vous partagez cette vision d'un offreur sur le marché du travail cyber? Alors oui, je partage, enfin, on est assez aligné avec ça.
Je pense qu'en cyber, il y a quand même deux grands mondes. Il y a les experts, les techs, etc., qui sont des domaines d'expertise. C'est très varié, mais c'est quand même des choses qui sont d'expertise. Et un autre monde qui est plutôt généraliste et qui suffit juste d'avoir la tête bien faite, en fait, pour travailler dedans. Et c'est pas, les deux évoluent au quotidien, mais en tout cas, c'est très complémentaire. Euh, nous, on est plutôt sur la partie tech, parce que c'est notre cœur d'activité. Je vais juste te faire le distinguo par rapport au début de mon activité. Moi, je suis diplômé de 2008, et en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formation cybersécurité, et même, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de se former à la cybersécurité, en tout cas sur la partie tech. Il y a énormément de médias, de conférences, de communications pour apprendre les dernières attaques, reprendre les dernières attaques. Il y a juste à aller sur Internet, il y a des vidéos YouTube qui vous expliquent comment identifier, exploiter des vulnérabilités, comment les corriger. Donc il n'y a pas... il y a une maturité en fait sur la manière de faire. On sait comment faire, on sait le partager, mais aujourd'hui, il faut les personnes pour le faire, quoi. Oui, on ne devient pas un expert cyber juste en regardant des tutos sur Internet, ça se saurait ça quand même. Non, mais ça, on peut commencer par ça. Commencer par là. On peut commencer par ça, il faut commencer par ça, ouais. Il y a aussi une partie qui s'est légalisée. Enfin, en gros, avant, je fais du test d'intrusion. Donc mon job, c'est de me mettre dans la peau d'un attaquant et d'identifier des vulnérabilités avant qu'elles soient attaquées par les mauvais. En fait, avant, on ne pouvait pas légalement se former à ce métier. Il y avait vraiment une partie un peu obscure, le côté obscur de la force. Il y avait une zone grise. Maintenant, il y a des bug bounty, il y a des plateformes qui sont dédiées, qui sont prêtes à être compromises. Enfin, tout ça, c'est des révolutions dans ce petit monde. Julien, ça a été dit déjà et répété il y a quelques minutes par Anne-Charlotte, on a besoin de profils qui ne sont pas uniquement des geeks. Elle parlait d'évangélisation, elle parlait des COMEX, des gens qui n'ont pas forcément la même génération que les gens qu'ils emploient, qui n'ont pas été formés à ces choses-là. Comment est-ce que vous vous situez, vous, au Rennes School of Business, pour justement instiller, sensibiliser, engager une prise de conscience de la part des dirigeants? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à apporter. Le premier, et puis j'en reviens peut-être du coup à l'intitulé de la chaire dont je suis responsable, l'idée de gouvernance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein des organisations, y compris les plus importantes, vous avez des enjeux d'organisation interne, de gouvernance, avec effectivement des boards, des conseils d'administration qui ne sont pas forcément toujours réceptifs aux demandes de recrutement, aux demandes budgétaires qui sont associées au volet cyber. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui dans les organisations. C'est-à-dire que, historiquement, le RSSI, le DSI est considéré comme étant un petit peu à part, un petit peu un élément pas dire marginal, mais du moins un peu atypique au sein de l'organisation. Et sa demande était jugée moins prioritaire par rapport à celle d'autres départements de l'entreprise. Donc il y a une vraie évolution aujourd'hui des mentalités, des cultures à apporter et à accompagner. Ça suppose aussi évidemment une évolution des métiers de la communication aussi, donc avec aussi des problématiques cyber qui doivent être appréhendées à la fois dans leur dimension de gestion de crise. Comment aujourd'hui au sein de l'entreprise vous mettez en place une communication de crise, à la fois en interne et vis-à-vis de l'extérieur. Ça, on a très bien perçu l'enjeu au moment de certaines vagues de cyberattaques ces dernières années, avec quantité d'entreprises et d'administrations qui ont hésité, voire été franchement réticentes à porter plainte, par exemple, dans le cas de cyberattaque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ANSSI a été le relais d'une incitation à porter plainte dans le cadre notamment de rançongiciel. Mais c'est vrai qu'on voit toujours aujourd'hui nombre d'entreprises qui sont très réticentes à le faire. Donc ça suppose aussi de réorganiser, de refaçonner une gouvernance interne et de mieux prendre en compte cette dimension de communication. Encore une fois, c'est pas anecdotique et ça fait évoluer les métiers. Idem aussi dans les fonctions de marketing, ce que j'ai abordé très rapidement tout à l'heure, de façon très, très superficielle. Moi, je suis assez frappé en fait dans les nombreux échanges que je peux avoir avec des patrons responsables d'entreprises cybersécurité, la façon dont on me dit que certains profils notamment d'ingénieurs au départ ont bien du mal à aller vendre
entre guillemets, les solutions et les produits qui ont été conçus. Donc ça suppose aussi là, une prise en compte des cursus en marketing notamment pour aussi intégrer cette dimension cyber et aller aussi porter un regard, une démarche qui soit plus... on va dire un peu plus complète aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on en revient à cette dimension de décloisonnement, d'hybridité, je dirais, au fond aujourd'hui, de faire en sorte que les futurs managers, décideurs des administrations et du secteur privé soient sensibilisés, et à l'inverse aussi que les futurs ingénieurs soient aussi sensibilisés à toutes ces dimensions hors technique. Et là aussi, je suis assez frappé dans les interventions que je peux faire régulièrement dans des écoles d'ingénieurs, par une impétence quand même, mais par un manque de culture générale quand même. C'est pas une critique, c'est un constat. Edouard va nous aider à former les gens dès les plus jeunes âges là-dessus. Non, mais tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que j'interviens aussi en lycée régulièrement avec là aussi peut-être une déformation professionnelle parce que je viens plutôt de sujets géopolitiques. Donc c'est vrai qu'avec la refonte des programmes et la prise en compte de la matière géopolitique, on s'aperçoit qu'il y a quand même on peut raccrocher les élèves et les lycéens à ces sujets assez facilement. Et là, je me permets une parenthèse vraiment très rapide. Prenez aujourd'hui le contexte en Ukraine. Vous avez une évolution très techno du conflit aujourd'hui, avec le rôle des leaks, avec la place prise par l'OSINT, le renseignement en source ouverte, qui permet de documenter en temps réel le champ de bataille, mais aussi d'aller retracer les parcours des yachts et des différents... en possession d'oligarques, aussi les dons massifs qui ont été faits en crypto-monnaie. Donc tout ça, en fait, quand vous combinez ces différentes caractéristiques, vous avez vraiment de la matière en fait à expliquer aux jeunes. Mais là, c'est peut-être plutôt en l'occurrence les lycéens, pour leur donner envie aussi, et puis d'aller creuser, d'aller approfondir cette dimension au-delà de la technique. De la cybersécurité. Donc c'est pour ça que vous avez aussi tout un moment autour de ces enjeux qui fait que on peut difficilement échapper, qu'on soit futur ingénieur ou futur manager, à la prise en compte de ces facteurs. On revient toujours à la machine de Johnny, il faut toujours donner l'envie d'avoir envie, en quelque sorte. J'allais le dire. Bien. Alors Valérie, je voulais revenir avec vous sur une forme de formation un petit peu plus technique. On sent dans ces premiers échanges qu'il y a des formations dites courtes, on va dire Bac+2 pour faire simple, et puis des formations dites longues, ou Bac+5. Quels sont les tenants et aboutissants de ces deux pôles ? S'il y en a un qui est plus destiné à tel ou tel profil opérationnel, et d'autres plutôt tel profil de stratège, est-ce qu'il y a la porosité entre les deux ? Comment vous voyez cette dichotomie peut-être abusive entre formation courte et formation longue ? Alors, je vais répondre du point de vue de l'école de 1600 et de notre expérience. Nous, on forme des spécialistes puisqu'on a on est en formation initiale sur un cursus de 3 ans. Je crois que en termes de formation courte, enfin en tous les cas pour nous dans notre approche, oui, mais en complément ou en entretien d'une formation existante. C'est-à-dire que c'est très difficile de former aux compétences techniques en peu de temps. Donc, mais je parle encore de notre point de vue, de notre expérience. Quand on regarde ne serait-ce que le panorama des métiers, les référentiels de l'ANSSI, effectivement, sur les socles techniques, c'est compliqué de former en 6 mois. C'est même impossible. Voilà. Donc, en revanche, pour arriver à répondre aux besoins du marché, oui, il faut... nous, on travaille plutôt sur du reskilling, de l'upskilling, c'est-à-dire de partir des blocs, des compétences déjà acquises pour, dans des formations plus courtes, faire monter en compétences pour répondre aux besoins des entreprises. Pour revenir juste sur la formation initiale, on travaille beaucoup avec les entreprises, on échange avec elles pour savoir quels sont vos besoins. On est encore beaucoup dans du réactif. Il faut qu'on soit dans du prospectif, dans du proactif. Ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire ensemble. Alors, je ne dis pas à long terme, parce que ce serait une hérésie, mais à moyen terme. Et je prends l'exemple du SOC. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui disent formation courte pour répondre à des besoins en SOC. Il y a des automatisations en cours. Donc, très bien. Mais par rapport aux étudiants et leur parcours et la projection dont ils ont besoin sur l'avenir, il faut qu'on puisse préparer aussi une reconversion si le métier évolue. On est dans un secteur à très forte employabilité. Et il faut vraiment qu'on travaille avec les entreprises sur les perspectives d'employabilité
et l'évolution des métiers, parce qu'elle est très importante sur le sujet de la cybersécurité. Donc voilà, donc oui, on a besoin de former massivement, mais je reviens à ce travail vraiment collaboratif et de prospective avec les entreprises et avec les besoins du marché. Je reste avec vous, Valérie. On a évoqué tout à l'heure avec Anne-Laure la nécessité d'avoir des profils inclusifs. On a parlé de profils qui ne sont pas seulement techniques, mais aussi la finance, le juridique, le marketing. Je voudrais prononcer un mot qu'on n'a pas encore prononcé, soft skills. Est-ce qu'il y a des soft skills particulièrement importantes et attractives dans le métier de la cyber? Alors oui, oui. La diversité déjà, nous on a une diversité de profils qui est très importante, et ça il faut vraiment s'y attacher. En termes de soft skills, pour répondre à votre question plus précisément, pour nous en tous les cas, ce qui est important, c'est le collectif, que ce soit en offensif ou en défensif. Il faut savoir travailler en équipe, le collectif est essentiel. Donc il faut vraiment qu'on ait des prédispositions à travailler en équipe, l'entraide, l'esprit de corps, sachant que les prédispositions, ils les ont. Après, il faut travailler. Je vous prends un exemple. Nous, quand ils travaillent en groupe, donc ils sont évalués individuellement, mais la note du groupe est la note de la plus faible note du groupe. Donc ça crée aussi l'entraide, le collectif et l'esprit de corps. On part du principe qu'on n'est jamais aussi fort que le plus faible de ses maillons en cybersécurité. C'est votre côté, essentiel. Laurence Boccolini, là, ça. Donc, vous êtes le maillon faible, au revoir. Oui. Et donc, deuxième, peut-être pour en citer deux principaux, c'est d'être capable, mais ça a été évoqué déjà, d'expliquer. On est sur des sujets techniques, complexes, donc il faut être capable d'expliquer de manière simple. De la communication. Absolument, absolument. On est très fan de Richard Feynman à l'école, et donc le grand explicateur, et donc c'est vraiment important, et on travaille beaucoup sur ces soft skills-là aussi. Après, il y en a beaucoup d'autres, on l'a abordé, c'est-à-dire que on part du principe que l'informatique, la cybersécurité n'est pas une option de l'informatique. Aujourd'hui, on l'a trop conçu et enseigné ainsi. C'est plutôt l'inverse. Donc, la sécurité, elle est au sens large. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soft skills très variés aussi. On a des profils très variés. Il y a de la technique, un socle technique, mais il y a aussi du renseignement, social engineering, OSINT. Nous, on fait l'intrusion fine aussi à l'école. Donc ça, voilà, on a une diversité de profils. Ouais, les deux soft skills les plus importants, ce serait ça, l'esprit de corps, l'entraide, et puis savoir apprendre à expliquer. Julien, vous vouliez ajouter Non, je pourrais juste en ajouter une, c'est peut-être tout bêtement l'empathie. Hein, il y a une part assez importante, j'aurais du mal à vous donner, à la quantifier en pourcentage, de jeunes ingénieurs notamment, qui entrent dans la cybersécurité et qui vont choisir de travailler comme consultants. Donc ça vous avez une quantité d'entreprises aujourd'hui dans le secteur en France, et ça tourne très bien. Et quand ce jeune ingénieur est envoyé chez des clients, parfois il arrive que voilà, ces soft skills, cette patte humaine ne soit pas toujours présente. Bon, il y a évidemment une part liée à l'âge, qui est tout à fait logique, mais vous avez quand même une forme d'épaisseur, d'empathie, encore une fois, qui est peut-être à travailler, à améliorer. Et ça, c'est peut-être aussi un aspect qu'il faut aussi renforcer. Donc, c'est d'autant plus vrai pour ceux qui travaillent en phase post-attaque plutôt que pré-attaque. Là, c'est encore pire. Absolument. Absolument. Non, mais ça, c'est tout à fait clair. C'est vrai que j'ai pu aussi le mesurer dans différents entretiens et observations aussi de simulation d'attaque. Donc, il y a vraiment comment dirais-je, les ressources humaines, enfin des relations humaines autour du cyber qui sont aujourd'hui tout à fait centrales. Et encore une fois, c'est pas symbolique que de le dire aujourd'hui. C'est tout à fait éminent. Alors, vous, Nicolas, vous recrutez des gens qui vont hacker. Alors, c'est des white hats, des gentils hackers. Quel genre de soft skills il faut pour être hacker? Est-ce que c'est de l'empathie quand on veut faire du pen test? Non, je ne crois pas. Il faut... En fait, c'est très très varié. C'est ultra varié. Et en fait, déjà, nous, nos critères de recrutement, juste Patrol, on est quand même une boîte tech fondée par des ingénieurs. Donc on a quand même drivé sur ces principes-là. Il faut avoir les socles techniques, c'est évident, mais ça va pas être les premiers, comment dire,
les premiers critères de recrutement. Et le diplôme non plus n'est pas le premier critère de recrutement chez nous, parce que on a encore une petite équipe et on se rend compte que tous les talents sont dans la nature. Juste avant de répondre exactement à la question, qu'on le voit côté client ou la partie industrielle, c'est assez difficile d'attirer des talents. Donc il faut pouvoir proposer des jobs qui sont alignés avec les compétences et des personnes sans que eux non plus aient le complexe d'imposteur. Donc ça, et surtout il faut les garder. Il faut les garder ces talents. Et ça c'est peut-être le plus dur encore aujourd'hui. C'est de te dire, on a des personnes qui sont formées à une tâche et il faut qu'ils arrivent à se diversifier, à apprendre, à changer de métier au quotidien. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt des personnes qui savent apprendre à apprendre, qui savent toujours s'adapter à des nouvelles situations, qui sont l'esprit d'entreprendre et de la curiosité pour se tenir à jour en fait de l'actualité, des nouveaux mœurs, des nouvelles manières de faire. Je reste avec vous, Nicolas. On dit toujours que la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Là, on parle de la formation. On a des gens qui vendent des formations. Donc, pour l'employeur que vous êtes... Ah, pardon. Ça n'est pas gratuit, c'est financé de... Ah oui. Alors, justement, pour l'employeur que vous êtes, Nicolas, comment est-ce qu'on planifie les coûts de formation continue, puisque c'est un des métiers où il faudrait se former presque tous les jours? Ouais, en fait, c'est un énorme budget en vrai, parce que autant les formations, il y a du contenu qui est gratuit assez facilement, autant il a une qualité qui est assez hétérogène. Et il y a des formations aussi avec des formations qui sont très très courtes, très spécialisées, mais qui sont globalement chères, qui ont une portée internationale, mais qui sont globalement chères. Il faut compter entre 300 et 6 000 euros. Sachant que ça va plutôt vers les 4 000 euros en moyenne pour des formations type Sens ou quoi, par contre, ils ont une vraie valeur en entreprise et aussi pour l'employabilité de la personne. Édouard, je vais revenir vers vous. Vous avez quand même un spectre large de gens à former, des gens qui ont des profils ou des filières, on va dire, généralistes et puis d'autres plus professionnels. Est-ce qu'il doit y avoir un degré de formation identique selon la filière que suit l'élève? Je ne pense pas. En tout cas, il y a une question de cercle concentrique. La culture générale de base, ça, il faut que maintenant tout le monde l'ait en matière cyber. Ne serait-ce que parce que l'une des premières causes, comme vous le savez, de risques cyber, ce sont des comportements individuels, entre guillemets, inappropriés. C'est des gens qui n'ont pas fait attention, qui n'ont pas stocké ci, qui ont ouvert une pièce jointe sans avoir la vigilance suffisante, etc., etc. Donc ça, j'allais dire, c'est universel. Et puis après, on a évidemment des populations, on le dit depuis tout à l'heure d'ailleurs, qui sont dont le degré d'implication à la fois technique et décisionnel va être très variable. Et on a besoin de l'ensemble du spectre. Et de ce point de vue-là, on parlait tout à l'heure des représentations, alors en l'occurrence, c'était autour de femmes-hommes avec le geek à capuche, etc., etc. Mais il y a une autre représentation qui, à mon avis, d'ailleurs, a causé du tort à la cyber, même si historiquement, elle n'était pas totalement fausse. C'était qu'au bout d'un moment, la cyber, c'était forcément un truc de bac plus 8. Or, aujourd'hui, on considère que, grosso modo, le besoin en 2030, c'est on a besoin, grosso modo, de 50% de gens qui auront plus de bac plus 3 et de 50% de gens qui auront moins de bac plus 3. C'est-à-dire, dit autrement, 50% de techniciens et 50% d'ingénieurs. Donc, on a besoin de former des gens qui ont des niveaux de compétences qui sont très différents. Et du coup, effectivement, nous, du côté scolaire, on va avoir un spectre qui va être très large. Ça va du bac pro cyber, où vous avez 95% des élèves, j'en ai un en tête à la Garenne-Colombe, où 90 ou 95% des élèves vont continuer dans le supérieur avec BTS, licence pro, etc. Et puis pour certains ingénieurs, à des filières dites technologiques de ce type STI 2D, à la spécialité NSI dans la voie générale, qui pour ceux qui ensuite vont faire, j'en sais rien, une maths sup, une maths spé, une licence d'info, vont poursuivre vers des écoles d'ingénieurs. Donc on est effectivement obligé d'avoir un spectre assez large, en partant néanmoins d'un corpus qui lui doit être commun et qui fait que chaque élève de France, quand il sort du système éducatif, doit être armé à la fois des connaissances de base et du bon sens. Je reviens dessus aussi là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement un peu de bon sens parfois, mais le bon sens s'applique dans un univers numérique, tout d'un coup se trouve altéré. Donc il faut réapprendre quelque part le bon sens dans l'univers numérique, et une fois qu'on a ça, normalement, on sort à peu près armé.
Dans votre terrain de jeu, vous avez également les gens qui font du Bac+2, les BTS. Donc là, on est sur des filières un petit peu professionnalisées. De la même façon, on l'a dit, c'est un sujet qui évolue tout le temps. Comment est-ce que vous pouvez, vous, garder cet esprit de veille pour adapter, presque en temps réel, enfin j'exagère un petit peu, mais adapter le plus rapidement possible la formation, l'évolution des menaces et des attaques? De manière générale, il y a une première dimension, c'est qu'on adapte nos diplômes. C'est-à-dire que, pour vous donner un petit exemple, sur 400 diplômes, tout compris, dont on a la charge entre guillemets en stock, on en a renouvelé, révisé 80 au cours des 3 dernières années, essentiellement sur le volet numérique, dont dans certains cas le volet cyber. Donc il y a un travail continu d'actualisation des diplômes, y compris pour ne pas les démonétiser vis-à-vis des jeunes qui les ont. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, à l'intérieur de nos diplômes, donc si on pense au BTS, aujourd'hui on a à peu près 30 000 étudiants de BTS, tout compris, qui sont dans le champ du numérique au sens large. On a effectivement la nécessité, alors on appelle ça plutôt des colorations, c'est une actualisation finalement régulière, notamment en lien avec les entreprises. Et de ce point de vue-là, les partenariats sont très importants. On a un exemple, mais on a un partenariat qui s'appelle Pitech, avec des entreprises type IBM, STMicroelectronics, etc., qui fait que les élèves ont une relation un peu privilégiée avec une entreprise ou un groupe, et du coup sont un peu toujours à la page, et leurs professeurs également. Et puis la troisième chose, c'est qu'il nous arrive régulièrement de créer de nouvelles formations. Là, à la rentrée 2023, on va créer une mention, ce qu'on appelle une mention complémentaire. C'est une formation en 1 an, donc qui vient compléter une formation précédente, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en cybersécurité, qui correspond à un besoin exprimé par les industriels. C'est-à-dire qu'on est en contact avec des secteurs industriels qui disent nous, on a besoin de ça aujourd'hui. Et donc, on crée cette formation qui ouvre dans 1 an. Valérie, vous l'avez évoqué assez rapidement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne un petit peu plus sur le sujet, c'est les référentiels de formation. Donc, il y a eu quelque chose qui a été mis en place par l'ANSSI. Ça va à une vitesse de dingue, et comment est-ce qu'on peut essayer de rattraper le retard, remettre à jour ce référentiel qui est utile à la fois pour les organismes de formation et aussi pour écrire les fiches de poste des employeurs? Alors oui, sur le référentiel des compétences, effectivement. Alors, on a avancé, l'ANSSI notamment, effectivement, dans le panorama des métiers, a un référentiel des compétences. La CN également travaille sur le sujet. En revanche, on n'a pas encore, en France et en Europe, un niveau de granularité assez fin. C'est-à-dire qu'on peut raisonner en bloc. Nous, on se base aujourd'hui, parce que c'est le seul existant sur le NICE, donc le référentiel du NIST, où là, on descend tâche par tâche. Et ça nous permet effectivement de pouvoir travailler sur des parcours sur mesure. Enfin, au niveau du référentiel, il y a 2 grands sujets pour moi. Le premier, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ait tous un référentiel commun. Et quand je dis tous, c'est organismes de formation, entreprise, et dans l'entreprise, service IT, service RH. Parce que souvent, si on n'a pas le même référentiel, on ne parle pas la même langue. Et c'est compliqué, surtout sur des sujets assez novateurs que sont la cybersécurité et en évolution constante. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, on a besoin de cette granularité pour arriver à faire du parcours sur mesure, que ce soit en formation initiale ou bien évidemment en formation continue. On parlait de formation courte tout à l'heure. L'idée, c'est de former à la juste compétence. Et nous, on voit dans nos étudiants en formation initiale, on a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup d'auto-formation, on les pousse énormément, tu en parlais Nicolas, il y a plein de choses aujourd'hui, ils peuvent aller sur RootMe, ils peuvent aller sur TryHackMe, et ils y vont, ils font du CTF. Des CTF au niveau des collégiens et des lycéens, ça commence également. Donc ils arrivent déjà avec un background en compétences. Il faut qu'on arrive à les évaluer, il faut qu'on les stimule et qu'on les forme et qu'on leur apporte les compétences qu'ils n'ont pas encore. Et là, ça nous permet en plus d'avoir un panel très large, puisque effectivement, en termes on a le technique, mais pas que. Et on va agir là où vraiment on va être efficace, au regard bien évidemment de postes et de métiers, de postes en tension dans les entreprises. Et si on est sur ce référentiel commun, là, on va avancer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un vrai sujet. On attend l'Europe, mais pour l'instant, on est sur le référentiel de l'ANSSI, bien évidemment, et on regarde la granularité du NIST.
Je rebondis sur ce que dit Valérie pour parler avec beaucoup de DRH et responsables de formation. Ces référentiels de compétences, ils sont essentiels pour réussir à créer des formations continues en interne qui collent aux besoins du marché et à ce que font les acteurs d'upskilling, de reskilling. Et justement, on a en ce moment ce référentiel de compétences qui simplifie la tâche des responsables de formation, doublé de la réalisation que l'entreprise a un vrai rôle à jouer. On parle d'entreprise apprenante, bon, c'est un mot un peu valise, mais vu la vitesse d'évolution de ce marché, notamment sur les enjeux cyber, l'entreprise, elle se doit d'être au plus proche du référentiel de compétences, de délivrer en temps réel de la formation continue, et surtout pour que ça marche, de donner du temps aux collaborateurs pour se former, de leur expliquer le sens de la formation, donc pourquoi est-ce qu'ils se forment en plus de leur charge de travail, et surtout de redonner aux collaborateurs, une fois qu'il est formé, la capacité à aller lui-même former en interne. Et ça, c'est un peu les 3 piliers qu'on voit aujourd'hui, c'est le temps, le sens et la capacité à faire rayonner au sein de l'entreprise. Et ça, c'est possible si la formation elle est qualitative et si elle suit le même référentiel que suivent les organismes de formation pour qu'on soit tous à parler le même langage. Juste pour ajouter une chose, on parlait de soft skills tout à l'heure, et pour rebondir sur ce que disait Charlotte, je suis tout à fait d'accord, la curiosité, l'envie d'apprendre en continu et d'aller chercher l'information, c'est très important. Un hacker, au départ, ça veut dire bidouilleur quand on le traduit littéralement. Donc c'est vraiment aller chercher l'information et avoir un angle différent. Donc c'est important de se former tout au long de sa carrière, et dans les mindsets, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Il y a un buzzword qu'on n'a pas encore prononcé, qui est revenu vraiment sur le devant de la scène depuis 2 ans, c'est le mot souveraineté. Est-ce que dans la formation, il y a également un enjeu de souveraineté important ou pas? Qui veut prendre la... Je veux bien. Allez-y, Julien. Je porte volontaire, c'est ma souveraineté personnelle qui s'exprime. Non, il y a un enjeu extrêmement fort aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans un contexte où l'Union européenne nous parle de souveraineté, d'autonomie stratégique dans le champ numérique et cyber, qu'en France aussi, on a eu une déclinaison de ce débat depuis quelques années. Alors peut-être de façon, si appétence française oblige, de façon peut-être plus conceptuelle que chez certains de nos voisins européens, ce qu'ils ont parfois du mal à comprendre d'ailleurs. Mais effectivement, il y a eu un angle mort quand même depuis des années sur au fond le lien entre souveraineté et ressources humaines dans le cyber. Et là, j'ai souvent coutume en fait de décliner trois grands enjeux en fait en la matière. Vous avez un enjeu de formation, d'éducation initiale et continue surtout. Vous avez un enjeu aussi de rétention des cerveaux. Alors, sans aller jusqu'à dire, bien évidemment, qu'il faut aller retenir tous nos talents en France et surtout pas aller à l'étranger pour des stages, une partie de leur carrière, loin de là. Mais n'empêche, c'est un enjeu très très fort, évidemment, à un moment où on peut très facilement céder aussi aux sirènes de salaires, aux perspectives beaucoup plus conséquentes, notamment aux États-Unis. Et troisièmement, un enjeu de captation des cerveaux, ce qui fait partie là d'une politique d'influence tout à fait classique, ce que les États-Unis pratiquent très bien, ce que Israël aussi, d'une certaine manière, a bien mis en place depuis des années, ce que la Chine cherche à mettre en place avec un peu plus de difficultés jusqu'à présent. Mais on voit extrêmement bien, surtout dans le contexte, encore une fois, de la guerre en Ukraine. C'est pas une information, je pense que c'est important, où vous avez cette comment dirais-je, problématique des cerveaux qui est tout à fait prégnante. Vous avez une partie importante du back-office de certaines sociétés européennes majeures qui se situent en Ukraine et en Russie. Et on voit bien aujourd'hui qu'une partie de ces cerveaux, notamment en Ukraine, a été récupérée, a émigré et est très convoitée. Est très très convoité. Donc là, vous avez un enjeu de souveraineté, un enjeu quasi géopolitique qui est tout à fait majeur, et c'est important de le prendre en compte. Voilà, très très clairement. De même aussi, un niveau plus micro dans les formations que chacun d'entre nous en place. Il y a eu comment dirais-je, là aussi de manière assez historique, notamment dans les écoles d'ingénieurs et de management, une grande ouverture internationale, c'est-à-dire une façon de percevoir une mondialisation heureuse, très, très interdépendante. Il ne s'agit pas de remettre en cause ça, mais du coup, pour le coup, d'attirer des bataillons d'étudiantes et d'étudiants de pays qui ne sont pas forcément amis de la France, Union européenne,
sur le plan de cybersécurité, hein. Je parle de façon peut-être un peu elliptique, mais je pense qu'on comprend bien là où je veux en venir, c'est-à-dire que est-ce que c'est cohérent à terme de former des centaines ou des milliers d'étudiants chinois, hein, et je me lance, qui vont ensuite repartir dans un pays, qui auront appris tout notre manuel, nos bonnes pratiques, et ça au détriment aussi d'autres profils en France ou européens, ou que sais-je, qui, eux, contribueront à renforcer une forme de souveraineté européenne qui n'est pas un vain mot. Je reste avec vous, Julien, parce je voudrais qu'on aborde la séquence émotion de cette table ronde. Ouh là là, Puisque... je commence à être ému là. Non, parce qu'on parle souvent de cybersécurité dans la phase avant attaque. On se protège. Malheureusement, l'attaque arrive. Et là, c'est plus du tout la même chanson. On est dans un mode panique, au sens propre du terme, parce que tout s'effondre. On a parlé de soft skills tout à l'heure. Est-ce qu'il faut préparer les gens aussi à réagir? Vous parlez de collaboration. Là, on est dans la collaboration à tous les étages. Tout le monde est sur le pont, dans un état de stress important. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire pour désarmer ça? Est-ce que des pen tests, peut-être, peuvent être un moyen de remettre la barre où il faut, de désengorger ce stress? Comment vous voyez les choses? Absolument. Alors ça, c'est un peu une question à tiroir, hein, pour le coup. Au fond, que vous soyez une entreprise ou une administration, et là je pense peut-être avant tout aux hôpitaux, hein, mais bon, puis les universités qui sont concernées, quand vous avez affaire à une cyberattaque, vous devez aussi gérer l'imprévisible. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais aussi bien préparé que quand vous avez affaire en fait aux dégâts qui ont été commis. Bon, pour le coup, ça suppose là aussi une forme d'évolution des mentalités. C'est-à-dire que quand on évoquait tout à l'heure certains clichés, hein, liés au hacker en sweat à capuche qui pianote frénétiquement sur son clavier dans sa chambre sombre. Bon, là aussi, la cybersécurité, elle a pendant très longtemps subi un regard très anxiogène, c'est-à-dire que c'est un sujet qui fait peur et que les consciences collectives, elles associent cette thématique à quelque chose qui, voilà, effectivement, n'est pas très positif. Bon. Et encore, je vous épargne le côté menace systémique qu'on peut relier aussi à d'autres risques systémiques comme la crise pandémique, la crise climatique et l'instabilité financière. Bon, ça, quand vous combinez tout ça, là, vous allez faire un cocktail qui est tout à fait détonnant. Donc, je ne vais pas insister dessus. Mais effectivement... On distribuera des Lexomil à la fin de la table ronde. Mais tout à fait, je vais éviter ça. Et puis, voilà, donc à un niveau plus macro, au niveau des organisations, vous devez effectivement mettre en place une gouvernance qui va essayer de gérer cette imprévisibilité. Et ça, encore une fois, ça suppose l'évolution des mentalités que j'ai abordées, qui là aussi se travaille au long cours, hein, qui ne va pas venir comme ça. Et ça suppose, ce que j'avais abordé rapidement aussi tout à l'heure, hein, d'être en mesure d'anticiper, c'est-à-dire effectivement de mettre en place des exercices de simulation de crise, de voir comment se répartir la responsabilité, de communiquer là aussi en interne et en externe, et effectivement sur un plan plus technique là aussi d'être dans une démarche de pentesting aussi assez approfondie. Donc voilà, je réponds peut-être un peu rapidement, mais c'est un enjeu qui est absolument colossal aujourd'hui. Ouais. Nicolas, vous êtes au premier chef. Moi d'abord, je passe la parole après. Non, 2 points par rapport à le sujet de la souveraineté et pour compléter, Julien, ce que tu disais, et sur le sujet de l'attaque, hein, réponse à incident. La souveraineté, nous, quand on parle à des... Alors, ils ont, on va dire, en moyenne entre 21 et 23 ans, nos étudiants. Quand on leur parle de souveraineté nationale, justement, ils ne projettent pas forcément. En revanche, c'est là où les rôles modèles sont vraiment importants. On a la chance de travailler avec les services de l'État, avec la gendarmerie, avec la DGSI, avec la DGSE, avec le GIGN. Quand ils viennent à l'école, qu'ils expliquent ce qu'ils font, il y a un respect total, il y a une projection. Et ça, c'est vraiment... Là, vraiment, ils ressentent et ils portent la souveraineté nationale. Et ils sentent que ce qu'ils font protège les citoyens, les entreprises. C'est vraiment l'incarner aussi pour eux, pour cette génération-là. Premier point. Deuxième point, c'est vrai que, pareil, je reviens sur le sujet de la formation. Gestion, réponse à incident, gestion du stress, gestion de crise. On travaille avec les équipes du GI qui viennent, qui leur font parfois des surprises, qui les prennent la nuit, qui leur font porter des brancards jusqu'à 6h du matin dans la boue, etc. C'est pas juste pour le plaisir, c'est qu'ils apprennent à repousser leurs limites, ils apprennent à travailler en équipe, parce que là encore, quand on est attaqué,
ils y seront rarement seuls en face. Donc ça, c'est vraiment important aussi dans la formation, de travailler qu'il y ait ce mélange public-privé aussi pour arriver à nourrir l'enseignement. Et je te passe la parole, Nicolas. Merci Valérie. Il y a eu des changements fondamentaux dans la manière dont on voit la cybersécurité. Il y a quelques années, on vendait la sécurité en disant, bah voilà, quand est-ce que vous allez vous faire attaquer? Et donc on était plutôt sur des mesures préventives. Le mindset a complètement changé maintenant, c'est vous allez vous faire attaquer, juste que ce soit aujourd'hui ou dans 2 semaines ou dans 2 ans, vous allez vous faire attaquer, donc placez plutôt vos billes sur la partie réactive que sur la partie anticipation. Après, il y a un juste équilibre à trouver entre le préventif, le réactif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous devez commencer à mettre en place de la cybersécurité, notamment les SOC, aujourd'hui les SOC, c'est essentiellement du réactif. La gestion des incidents de sécurité au quotidien. La phase amont, la phase pentest, la phase analyse de risque, etc., c'est des choses qui sont en plus. Édouard, quand on parle de souveraineté, on pense aussi au campus cyber qui nourrit de nombreux espoirs partagés pour nous sortir un petit peu de cette ornière. Est-ce que vous êtes un des membres ou un des partenaires de ce campus cyber pour justement profiter de cette intelligence collective? Alors, on est complètement effectivement partenaire. On a signé une convention il y a quelques semaines là, avec le directeur du campus cyber. C'est important cette démarche parce que le campus cyber, c'est vraiment ce qui permet de connecter l'ensemble des acteurs d'un écosystème. Et on parlait de souveraineté, il y a la souveraineté individuelle d'abord, c'est-à-dire est-ce que moi-même je suis capable de me protéger, de protéger mes données, etc. Ça commence là en fait. Est-ce que je suis capable de choisir ma propre destinée en limitant autant que possible les contraintes extérieures. Et puis il y a la dimension collective, et dans la dimension collective, il y a le fait qu'un écosystème, indépendamment des relations de concurrence qui peuvent exister entre certains de ces acteurs, doit pouvoir au bout d'un moment partager en commun ce qui assure sa protection et sa pérennité. Et donc le campus cyber, il sert à ça, et pour nous évidemment c'est très important, d'abord parce que en termes d'orientation, on parlait tout à l'heure des rôles modèles, mais c'est essentiel. C'est-à-dire quand vous voyez débarquer quelqu'un dans votre classe, qui vous explique ce qu'il fait, les jeunes ils ressortent avec des oeils plein les yeux, ils se disent en fait moi aussi j'aimerais faire ça. Et on parlait des métiers du soin, c'est un peu un métier du soin effectivement. C'est-à-dire que l'idée de protéger autrui, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans une jeunesse qui, jamais la portée de l'engagement n'a été aussi forte qu'aujourd'hui chez les jeunes. La quête de sens. Exactement. Et donc quand on dit que vous allez pouvoir protéger les autres, ça marche. Donc un, ça nous permet d'organiser les rencontres. Et puis deux, c'est aussi pour nous un élément de formation de nos professeurs. Donc on travaille beaucoup actuellement avec le campus sur les formations, puisque bien sûr, on a des professeurs qui sont assez nombreux et qui ont besoin finalement aussi d'actualiser leurs compétences et leurs connaissances régulièrement. Donc finalement, on fait partie de l'écosystème parce que à la On a commencé cette table ronde par une intervention de Dan Laure sur Women for Cyber. Je vais revenir vers vous, mesdames. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans le bon sens et reféminiser ou féminiser un peu plus un métier qui ne l'est pas assez? Avant de répondre à cette question-là, je rebondissais juste sur la notion de souveraineté. Ne pas oublier qu'on a une éthique du numérique à la française qui est unique, qui est spéciale, qu'on se doit de défendre. Et quand on pense souveraineté, il faut vraiment aussi réussir à comprendre notre spécificité vis-à-vis d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, qui n'ont pas du tout le même cadre laïque, sociétal, que nous appliquons aussi à notre pratique du numérique. Donc c'est aussi un enjeu très important. Et sur l'égalité et la parité au sein des métiers du numérique, donc il y a plein d'initiatives que Anne-Laure a évoquées. Au sein du réseau AdTech France, donc on a 400 entreprises, 33% d'entre elles sont dirigées par des équipes fondatrices mixtes, versus seulement 24% pour la moyenne de la French Tech. Et quand on regarde les équipes fondatrices exclusivement féminines, là on est à 19% d'entreprises de la EdTech fondées par des femmes versus 8% dans le reste de la French Tech. Donc c'est intéressant parce que le milieu éducatif et de la formation est un milieu globalement féminisé sur le terrain, mais par contre en majorité féminisé sur le terrain. Je pense que Édouard a les chiffres de la parité côté enseignant peut-être, mais dès qu'on passe côté numérique, on n'est plus dans cette féminisation. Donc on a une déperdition qui est assez fulgurante dans le secteur EdTech, alors qu'on est plutôt les bons élèves de la French Tech.
Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place. Au sein du réseau, il y a des entrepreneurs qui travaillent sur 2 thématiques. La thématique de l'orientation, donc avec des outils numériques qui vont utiliser les codes des jeunes, donc des chats, des modules d'intelligence artificielle pour essayer d'aider et d'accompagner le jeune dans la sélection de son parcours d'orientation pour pousser tous les profils à s'orienter vers le numérique, notamment les jeunes femmes. Et après, de plus en plus de solutions qui vont, dès le plus jeune âge, proposer dans des univers extrêmement mixtes des initiations au code, des initiations aux algorithmes, des initiations à ce que c'est que le numérique sous l'angle des opportunités et non pas que des risques. Et du coup, cette pénétration de l'univers numérique dès le plus jeune âge, quand les enfants ne sont pas encore dans des postures de genre, aide énormément ensuite à limiter l'autocensure des jeunes femmes qui arrivent vers 14-15 ans. Et après, évidemment, on peut parler des quotas et de tout un tas d'autres choses, mais ces 2 initiatives travaillent sur l'orientation et sur l'initiation dès le plus jeune âge, fonctionnent très bien, et le numérique, les outils numériques, les applications, le téléphone qu'ils ont tous, sont des choses qui permettent aussi d'aller infuser dans tous les milieux sociaux quand le parent n'est pas forcément prescripteur. Valérie, votre point de vue sur la féminisation ? Alors oui, je vais compléter ce qu'a dit Charlotte et reprendre peut-être au niveau du lycée et jusqu'à Bac+2, puisque nous, on intervient après. Je vais reparler des rôles modèles. Donc, c'est essentiel. Il faut donc d'avoir des rôles modèles et de bien les choisir, de bien les sélectionner et qu'il y ait une diversité aussi dans les rôles modèles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le complexe Marie Curie, c'est-à-dire que on sait que les jeunes filles, il y a beaucoup d'études là qui sortent et qui nous expliquent que les jeunes filles ont un peu ce complexe ce syndrome de l'imposteur, en tous les cas qu'elles cherchent la perfection. Donc si on leur montre des rôles modèles de femmes qui sont successful, qui ont énormément de succès dans la cyber, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mettre en avant, c'est essentiel. Elles vont avoir peut-être du mal à se projeter et ça risque d'être contre-productif. Donc il faut qu'on ait ces femmes et qu'on porte la cybersécurité au féminin. En revanche, il faut qu'il y ait des rôles modèles dans lesquels elles vont se projeter plus facilement et elles vont se dire si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire. Voilà, et inspirante bien évidemment. Alors là-dessus, on travaille avec Women for Cyber bien évidemment, avec le Cybercampus aussi. On a quand même dans notre école, dans les écoles de cybersécurité, on a beaucoup d'ambassadeurs et d'ambassadrices. On est en train de réfléchir alors, à un projet qui sera une preuve de concept, où les étudiants, nos étudiants, ils le font déjà d'ailleurs, vont mentorer des collégiens ou des lycéens et les suivre, parce qu'une intervention c'est bien. Tout ce qu'on fait, il y a énormément de choses qui sont faites et tant mieux, mais c'est bien de les suivre, de ne pas les lâcher en cours de route. Ils sont très volatiles à cet âge-là. Donc les suivre et les accompagner pour qu'ils trouvent leur vocation et qu'ils aient envie et qu'ils soient inspirés et que les jeunes filles osent y aller. Donc voilà. Edouard, vous avez une chape de plomb sur les épaules. Hein. Non, je rebondis là-dessus parce que c'est effectivement essentiel. Le système du mentorat est probablement un des systèmes qui marche le mieux. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui... alors souvent d'ailleurs, nous on commence avec des étudiants d'école qui deviennent ensuite des jeunes pros, mais qui continuent à suivre le même élève pendant quelques années. Et avoir quelqu'un comme ça qui, j'allais dire quelque part, est assez proche de vous, parce qu'il a quelques années de plus, il vous ressemble, c'est pas non plus un PDG, etc. Et pouvoir le suivre, partager éventuellement ses interrogations, parler orientation, c'est finalement important. Pitech d'ailleurs repose là-dessus, que je mentionnais tout à l'heure, mais on a plein d'autres dispositifs qui permettent effectivement ce mentorat entre un professionnel ou un étudiant et un élève, et objectivement, ça fait souvent la différence. Je vais terminer par vous. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ? On est dans un moment un petit peu particulier, avec un climat anxiogène comme ça a été rare jusqu'à présent. Bon, donc ça, c'est encore la séquence émotion. Comment est-ce qu'on peut relever le défi et voir les choses de façon un petit peu plus rose qu'elles ne sont aujourd'hui, en termes de cybersécurité, évidemment. C'est que je ne tiens pas forcément à ce qu'on m'accole la dimension la plus anxiogène de cette table ronde, loin de là. Et au contraire, justement, notamment en école, on a toujours cherché, depuis le début, à coller une dimension d'opportunité aussi à la cybersécurité. Non pas par opportunisme, mais parce que aussi, toute une partie, notamment des TPE, PME, ETI, qui sont concernés par ces risques cyber,
ont aussi besoin d'évoluer aussi dans la perception du risque cyber. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu d'opportunité de sécurisation de propre chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire vraiment de renverser un petit peu la perception et leur faire comprendre que s'ils intègrent en amont ces risques cyber, ils pourront maintenir leur activité en cas de cyberattaque. Hein. Donc là, on en revient aussi à cet équilibre entre la prévention et la réactivité, bien sûr. Hein. Ça, je ne sous-estime pas. Mais vous avez aussi une forme de renversement des tendances à prendre en compte. Et puis voilà, globalement, maintenant, je resterai plutôt optimiste parce qu'on est aussi porté par ce que j'évoquais tout à l'heure, une forme de contexte favorable en Europe. Hein. Je le resitue vraiment dans un cadre européen hein, et pas seulement franco-français. Je pense que c'est vraiment important, où il y a à la fois politiquement une forme de cohésion, de plus grande unité